pense qu'il y a un public ici portugais, en partie, dont certains grands tintinophiles, à qui je ne vais rien apprendre, des Français. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez lu Tintin, c'est que cela a façonné une partie de votre imaginaire. Mais vous ne connaissez C'est pas une obligation. mais mais vous connaissez peut-être moins l'histoire de Tintin en Portugal. Et c'est une histoire tout à fait exceptionnelle, puisque la première édition de Tintin, qui est parue à partir des années 1929 au Belgique, hein, dans le petit 20e, bien, Tintin, la première édition en langue autre que le français, c'est au Portugal. Et en 1936, dans la revue fondée par Adolfo Simões Müller, qui s'appelle O Papagaio, qui elle-même avait été fondée en 1935, qui était une revue, un supplément à une revue catholique qui s'appelait Renascença. Et c'est un abbé portugais, l'abbé Abel Varzim, qui a signalé à Müller l'intérêt de publier Tintin en portugais et qui a fait le lien entre Hergé et Müller. Et Tintin est paru au Portugal donc dès mars 1936. Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'il est paru en couleur, 6 ans avant toutes les éditions en Belgique. Donc première édition en couleur. Alors évidemment, ce livre qui parle de l'histoire de l'édition de Tintin, mais dont la moitié du livre, c'est une biographie du personnage portugais le plus important des aventures de Tintin, c'est le Senhor Oliveira da Figueira. Il fallait des illustrations. Donc évidemment, nous avons demandé aux héritiers, aux ayants droit, à Moulinsart, de nous autoriser à reproduire des vignettes du Senhor Oliveira da Figueira et surtout des vignettes des premières éditions de Tintin en Portugal. Bon, cela nous a été refusé, ce qui était un peu prévisible. Donc nous avons dû trouver une autre manière d'illustrer ce livre, c'est là où nous avons appel à Philippe Dumas, qui est un peintre, grand illustrateur, très connu en France pour ses illustrations pour enfants. Nous avions fait ensemble les contes du Portugal. Et c'est Philippe Dumas qui va illustrer tout ce livre. Tout ce dossier Tintin, tout ce que j'avais trouvé au Portugal, bien sûr, j'ai pensé à Albert Algou pour le traiter, pour en faire comme il sait faire, c'est-à-dire des récits amusants, où il va mélanger fiction, information et surtout humour. Albert Algou, c'est peut-être un des meilleurs spécialistes français, en tout cas c'est un des plus agréables à lire. Et il est auteur depuis 1987 d'une dizaine de livres sur Tintin, dont Tintinolatrie, qui est le premier, où il y a tout son humour et son œil surtout qui s'exerce, suivi du Haddock illustré, qui vient de reparaître en France et qui vient de paraître en portugais. C'est une sorte de dictionnaire des jurons du capitaine Haddock. Aussi le Tournesol illustré, le Dupont sans peine, l'archipel Tintin, une biographie non autorisée de la Castafiore, qui a eu une version augmentée l'année dernière. Qui est l'ultime castrat de l'histoire de la musique. Oui. C'est pour mettre les gens en appétit. Et vous sournoisement. Et vous le prouvez. Je le prouve, bien et sûr. Puis, un petit dictionnaire énervé de Tintin en 2010, et surtout le dictionnaire amoureux de Tintin aux éditions Plomb, qui est son opus magnus et qui donne envie de lire et de relire Tintin, justement par cet œil qui permet de voir dans des images des détails que personne n'a vus. Comme ça, peut-être, il vous expliquera comment il a été le premier qui a décelé qu'il y a un adultère très clair dans le sceptre d'Autocar. C'est un détail d'une image, mais il vous l'expliquera peut-être. Donc, évidemment, c'est lui qui devait écrire ce livre. Toutes les bizarreries, j'en énumérer quelques-unes, de l'édition de Tintin au Portugal, c'était à lui de traiter ça, d'organiser ça, et puis évidemment de faire une biographie du Senhor Oliveira da Figueira, dont il a, grâce à ses recherches, a fait remonter les origines, bien sûr, au XVe siècle. C'est bien sûr une famille juive, portugaise, convertie, et qu'il va suivre au cours des générations, jusqu'au père d'Oliveira da Figueira, installé à Socotra. Et d'ailleurs, c'est là où le père de Oliveira da Figueira va rencontrer Henri de Montfred. Ça, c'est un détail qui est dans les bandes dessinées de Tintin. Et aussi Arthur Rimbaud,
qui est une chose moins connue, mais Arthur Rimbaud a laissé des lettres où il montre comment il acquiert son matériel photographique et à qui il le revend. Bon, il n'y a pas le nom, mais on devine très aisément que c'est le père du seigneur Oliveira da Figueira. Le grand-père, pardon. Et donc, c'est cet ensemble qui va faire ce livre où on donne de l'information très précise, c'est une exégèse, c'est un livre d'histoire et c'est aussi, disons, un roman biographique. Alors, pour donner un exemple, puisque nous ne donnons aucune image originale, eh bien, c'est Philippe Dumas qui va, avec sa plume très légère, très reconnaissable, illustrer ce livre. Et c'est ainsi que voici le portrait du docteur Adolfo Simon Müller et son Papagayou, enfin bon, sa revue. Et c'est une image qui apparaît dans le livre. Dans le Papagayou apparaît la première histoire de Tintin en Amérique, qui s'appelle Tim Tim na América do Norte. Et tout de suite, vous voyez, dès la première planche, un choc, c'est que les images choisies au Portugal sont extrêmement violentes. C'est des couleurs un peu à la Andy Warhol. En plus, le découpage va être changé et le texte va être parfois changé, parfois pour des raisons politiques, parfois pour des raisons de pagination, voilà. Et ce qui fait que Hergé va un peu s'arracher les cheveux et je crois que vous avez trouvé ça dans une de ses lettres. Oui, une de ses lettres, donc à un de ses amis, Hergé dit la chose suivante. Le même cas se présente d'ailleurs en beaucoup plus grave au Portugal, où mes dessins, c'est très drôle, sont massacrés de façon indescriptible et coloriés comme s'ils l'étaient par un enfant affligé de daltonisme. Voilà. Donc Hergé, mais son intérêt était de laisser les choses se faire parce qu'il y avait un intérêt pécuniaire et on verra matériel. Oui, tout à fait. Alors, on verra comment, parce que ça c'est très amusant. Alors, on parlera peut-être d'anecdotes, des suppressions qu'il y a dans Tintin en Amérique, mais le plus surprenant, c'est juste après, publication de Tintin au Congo, et là, qui devient évidemment Tim Tim na Angola. Et tout est transposé en Angola. Ceci, c'est pas idiot, parce que le Congo historique, comme vous le savez, c'est le nord de l'Angola, hein, donc c'était pas tout à fait bête. Mais tout va être transposé. Tintin va enseigner non pas l'histoire de la Belgique, mais l'histoire du Portugal, et il y aura plein de modifications où tout va être ramené à Tim Tim, qui est un héros portugais. Il est portugais. Voilà, il est portugais. On le dit à plusieurs fois, dès Tintin d'Amérique, c'est un héros portugais. Et Milou, sa chienne, on va en parler, et sans doute portugaise aussi. Voilà. Il a vendu la mèche, si j'ose dire, en disant Milou, sa chienne. Parce que pour le monde entier, Milou était un chien. Et en fait, j'avais émis l'hypothèse dans le dictionnaire amoureux que Milou est une chienne, parce qu'il y a des indices dans plusieurs albums. Il se trouve avec une faveur rose autour du cou. Lorsqu'il reçoit un cadeau à la fin, je crois, de l'Étoile mystérieuse, il reçoit un os dans une boîte, il y a une faveur rose. Comment dire, lorsque Milou, d'un point de vue anatomique, se présente de face, les pattes écartées, il n'y a aucun indice qui pourrait révéler qu'il s'agit d'un mâle. Et ces comportements, à certains moments, laissent à penser qu'il s'agit d'une femelle. Eh bien, les Portugais, les éditeurs portugais, eh bien, ont suivi cette idée, puisque d'emblée, ils font de Milou une chienne. Mais il y a un autre indice très important qui laisse à penser que Milou est une chienne. C'est le nom de Milou. Hergé, quand il avait 14 ans, avait une petite amie qui avait 1 an de plus que lui, avec laquelle il a eu des liens affectifs et affectueux très, très intenses. Ça a duré 3 ans. Et cette jeune fille était surnommée Milou. Elle était la fille d'un architecte, d'un collaborateur du grand architecte Horta, hein, vous voyez qui c'est, architecte, Art Nouveau, et qui voyait d'un très mauvais œil, non pas la liaison, parce que ça restait quand même relativement pudique, mais les liens entre Hergé, qui était à l'époque, c'était un garçon de course. Il n'était pas encore le dessinateur qu'il deviendra. Il griffonnait pour un journal Boy Scout. Il était sous la coupe d'un curé. Décidément, les prêtres sont très présents auprès d'Hergé, l'abbé Wallet.
Et le père donc, de cette jeune fille voyait d'un très mauvais œil les choses évoluer, parce que les deux en pinçaient l'un pour l'autre tout à fait fortement. Et les parents de cette jeune fille l'ont forcé à rompre. Hergé en a été très très malheureux. Et les années passent, quelques années passent, puisque c'est à l'âge de 22 ans, je crois, que Milou apparaît pour la première fois. Et le compagnon le plus fidèle de Tintin s'appelle Milou, comme pour exorciser ce chagrin d'amour qui avait été quand même, parce qu'il y a des lettres de lui, jeune homme, enfin jeune garçon même, tout à fait poignantes. C'était vraiment un grand chagrin. Et pour aller un peu plus loin dans le temps, des années après, c'est dans les années 50, Hergé est en train de dédicacer dans une grande librairie de Bruxelles. Donc il a la tête penchée, il y a des gens font la queue, beaucoup d'enfants. Et puis une dame d'un certain âge s'approche et elle lui tend un album. Hergé lève la tête et il s'écrie « Milou !» dans le magasin, et les gens pensaient chercher la chienne. En fait, c'était cette femme. Il s'était écrit pendant quelques années et elle était partie vivre, devinez où, au Congo. Donc voilà un indice supplémentaire qui laisse à croire que Milou, effectivement, est une petite chienne. Voilà. Et Milou, évidemment, pour les Portugais, c'est Maria de Lourdes. Et à l'époque, il y avait une jeune actrice qui allait devenir très connue, qui s'appelait Maria de Lourdes d'Almeida, je crois, c'est ça, et qui parlait à la radio, qui récitait des poèmes. Et Muller a écrit, c'était inconvenant de donner le nom d'une chienne, le nom d'une petite fille à une chienne. Donc il l'a débaptisée, il l'a appelée d'abord Pompon, puis Ronron. Pom-pom, elle s'appelait. Pom-pom ou ronron en portugais. Je ne sais pas si on dit, prononce le M. Voilà. Parce que moi je pensais à Pom-pom girl. Oui, Pom-pom girl, voilà. Et ronron. Mais là, on avance un peu. Je vais montrer quelques images pour montrer dans quel état d'esprit on a fait le livre. Tintin en Angola, donc il y a quelques pages là-dessus sur les curiosités, les changements introduits par Muller. Mais évidemment, nous ne pouvions pas reproduire de planches. Donc, Philippe Dumas, en lisant le texte d'Algou, a illustré la page qui concerne Tintin en Angola par ce dessin. C'est-à-dire qu'il représente certes Tintin, mais avec sa plume, avec sa manière, et avec un trait orange, parce qu'on va le voir dans les éditions portugaises, le orange va être dominant. Et puis, c'est tout l'humour à la fois de Philippe Dumas. Tintin est affublé des armes des sauvages avec son casque colonial, et il est en face d'un noir qui est représenté d'une manière presque comme un intellectuel, avec des lunettes à la main, et non pas sous cette manière caricaturale qu'avait Hergé de les représenter. Donc là voilà. Donc c'est un dessin parodique, mais qui illustre ce passage de Tintin au Congo. Et finalement, cette interdiction qui nous avait été faite par Moulinsart de reproduire des images originales a permis finalement de faire un livre beaucoup plus imaginatif, et à Philippe Dumas de laisser libre cours à sa fantaisie. Alors on revient à Milou. Alors Milou, voilà, c'était Maria de Lourdes Almeida, mais Milou est représenté aussi toujours avec en jaunasse, et avec des poils orange, et vous voyez le bout des pattes orange, et il est représenté comme ça partout. Un côté punk. Voilà, et donc c'est Albert Algou qui a vu qu'il était le précurseur des punks. Alors, précurseur des punks, Milou Pom-Pom Girl, hein, puisqu'elle s'appelait Pom-Pom dans la toute première annonce du héros, c'est Tim Tim et Pom-Pom. Donc, Milou Pom-Pom Girl, Milou Punk, Milou Femme, chienne. Et donc, ça donnait ce petit dessin de Philippe Dumas dans le livre qui illustre tout ce passage où on trouve les Pom-Pom Girls avec les œillets. Attention, on est au Portugal. Milou qui est nettement féminine ici. Et féministe, et toujours avec ses couleurs un peu punk. Il y a quelque chose de très étonnant dans les Tintins, dans les éditions du Papagayou, c'est une tendance à lusitaniser des héros. Tintin, bien sûr, mais après la guerre, dans les journaux, Cavaleiro Andante, tous les héros vont devenir portugais. Haddock va devenir le capitaine Rosa, Tournesol, Pintadinho de Branco, les Dupont Ziguezag, Ulysse, Nestor va devenir Ulysse. Même les personnages secondaires vont devenir portugais. Et l'expédition dans le secret, dans l'étoile mystérieuse, je crois. Oui, non, c'est dans
le temple du soleil. Avant, oui. c'est cette boule de cristal. L'expédition Sanders-Armouth devient Jacinto Passouche. Donc, il y a une lusitanisation de tous les héros de Tintin après la guerre. Tintin reste portugais, retourne à Lisbonne, c'est dans toutes les images, dès le Papagaio, il y a marqué Lisbonne partout. Donc, ça donne ce thème de la lusitanisation des héros de Tintin, cette image de Philippe Dumas, où la Castafiore chante le fado, accompagné d'Igor Wagner à la viola, et de Senhor Oliveira da Figueira à la guitare portugaise. Voilà. Donc ça permet d'illustrer, vous voyez, la technique où on ne plagie aucune image, on évoque les personnages de Tintin, mais en suivant ce que dit Albert Algou. Un autre exemple de comment illustrer sans reproduire ces images. Par exemple, ça, c'est la fin des cigares du pharaon. Pour ceux qui connaissent, il y a le poison qui rend fou et qui fait que l'écrivain Zloty, je ne sais plus son nom, c'est Zloty, et le professeur Philémon Cyclone sont atteints par la flèche et délirent dans la foule. Mais dans la bande dessinée originale de Tintin, il dit, Philémon Cyclone dit « Vive Ramsès II, vive Sésostris », et Zloty dit « Vas-y tout droit mon petit gars, shoot et va au but ». Et dans la planche portugaise, ça devient Viva au Benfica, Viva au Football Club de Porto, Viva au Espírito Santo. Ça, je ne sais pas si c'est un club. J'ai pas pu. Si, c'est un club. Un joueur. Ça, c'est un joueur. Ah, je ne l'ai pas identifié. En revanche, j'avais identifié avec Albert Algou, après des jours de recherche, il faut bien le dire, Perroteo, qui était un journal du Sporting, et Espírito Santo, Benfica. Ah oui, le Benfica est représenté 2 fois. Donc là, pour l'édition portugaise, c'était écomunique, puisqu'on avait Porto, le Benfica et le Sporting, puisque Perroteo, c'était ce joueur prodige qui faisait la même année de la publication des planches portugaises. Un joueur d'origine angolaise, oui. Blanc, voilà, et qui a été le meilleur marqueur de l'année 38. Et là, il l'a mis dans ses. Alors, évidemment, ça aurait été bien de reproduire ces planches dans le livre, mais comme on ne pouvait pas, Philippe Dumas a eu l'idée de faire ceci. Alors, la légende, il y a une légende que j'ai supprimée qui est Viva au Football Club de Porto. Mais comme je faisais la présentation à Lisbonne, je préférais l'effacer pour ne pas créer d'incident diplomatique. Voilà. La plus grande partie du livre, c'est la biographie du Senhor Oliveira, et qui s'ouvre ainsi, où Tintin admire le héros de ce livre, qui n'est pas Tintin pour une fois, qui est le Senhor Oliveira da Figueira. Et alors là, on va être un peu plus en détail. Après, je vous donnerai la parole. On parlera avec l'assistance. Dans la première édition en français du Petit 20e, il y a un texte qui va changer après la guerre et que, en général, les Français ne connaissent pas, ni les Portugais. On présente le Senhor Oliveira da Figueira de Lisbonne, voyageur de commerce, et enchanté Seigneur. Et Milou dit, les Portugais sont toujours gais, chic, on va rigoler. Ça a son importance. Le problème, c'est que vous voyez, ce Senhor Oliveira da Figueira, il est gros, il est bedonnant, il est mal habillé, il est grotesque. Et donc Müller n'a pas du tout apprécié qu'on représente un Portugais sous ses traits. En plus, il porte le nom du dictateur, Oliveira. Donc c'est extrêmement gênant. Donc dans l'édition du Papagaio, Monsieur Oliveira da Figueira devient, ou Senhor Oliveiro de Malaga. Ah, il est espagnol. Et il est espagnol. Caixeiro viajante, etc. Fugido aos horrores da guerra de España, etc. Alors, et Milou, qui est toujours... alors ça, c'est Albert Algou qui a remarqué que Milou, avec son intuition, alors toujours en punk, là, avec son intuition canine et féminine, dit il est espagnol et nationaliste. Sempre quero saber como vão as coisas agora. Milou a deviné qu'il a fui les horreurs de la guerre, mais que ce n'était pas un républicain, c'était un nationaliste. Et évidemment, pour Simon Schmuller, qui était plutôt réactionnaire, de droite, les horreurs de la guerre, c'était les horreurs républicaines, ce n'était pas les horreurs nationalistes. Donc il a deviné que c'était un nationaliste. Et vous voyez quand même ces couleurs invraisemblables qui ont été mises. Le pantalon de Tintin. Oui. Là, Albert Algou certifie que c'est un pantalon porté par les Azous. Ça, oui. C'est pas du tout. C'était la mode Zazou en France, bon, je sais pas. Voilà. Et vous voyez ces couleurs bizarres. Ils ont tous des nez rouges. C'est des couleurs assez violentes.
Et ça, à Tintin, ça l'avait un peu frappé. Alors évidemment, sur cette caricature du Seigneur Oliveira da Figueira, ça donnait envie à Philippe Dumas d'aspirer les mannes de Rafael Bordalo Pinheiro. Donc il y a quelques pages sur Rafael Bordalo Pinheiro et qui représente Oliveira da Figueira à côté d'une autre caricature, Zé Povinho, que tout le monde connaît. Donc ce rapprochement est le bienvenu. Pendant la guerre, je parle, mais après je vous donne la parole, je finis la présentation rapide. Après la guerre, Tintin a redessiné les premiers albums et vous verrez que le Seigneur Oliveira da Figueira, à la suite des réflexions des Portugais, est devenu beaucoup mieux habillé, il a maigri. Et là, sur ce petit détail, on sait que le capitaine a été redessiné en prenant les traits d'Henri de Montfred. Ça, dans les archives, on sait que Hergé a voulu faire ça. Pour ça que dans le livre, Philippe Dumas a dessiné Henri de Montfred. Voilà. Alors après, on part sur une biographie du Seigneur Oliveira da Figueira, mais là, je laisse la parole. Pour toi, qu'est-ce que... parce que Albert Algou a le chic pour la Castafiore, c'est ça. Il prend tous les détails qui existent dans les bandes dessinées. Tous, ils sont analysés, répertoriés. Donc, il y a certains détails. Certains détails, oui, oui. Mais en plus, il les mélange à l'histoire réelle, ici, du Portugal, ou de la France, ou de l'Europe. Et puis, il y a une part imaginaire qui fait le lien entre tout. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais si les références sont véritablement historiques ou à moitié historiques. Et si on est dans l'imaginaire ou le réel. Voilà. Et donc, sur Oliveira da Figueira, on sait presque tout, et je te laisse la parole. Disons que j'ai la caution d'Hergé pour cela. Hergé se plaisait de temps en temps, il pensait à ses personnages, et une fois, ses collaborateurs, coloristes, etc., qui étaient réunis, il disait, mais je me demande ce que fait le général Alcazar en dehors des albums. Et est-il en train de voyager est-il en croisière est-il en train de faire son marché, etc. Et donc, à partir de là, ça ouvre la porte à bien bien des hypothèses, ça ouvre la porte à beaucoup de jeux avec ces personnages. André Breton disait que l'imaginaire est ce qui tend à devenir réel. Et donc, quand on regarde les albums de Tintin, surtout les albums de Tintin, parce que c'est une comédie humaine très très riche, il n'y a pas tellement d'albums, hein. Il y en a 22, disons, 23 peut-être avec l'Alphard, qui est inachevé, mais il y a peu d'albums, mais c'est d'une telle densité tragicomique, dramatique, burlesque, que l'imaginaire peut s'emparer des images, peut s'emparer des personnages, pour les faire devenir, non pas autres que ce qu'ils sont, mais pour les faire vivre en dehors des albums. Donc la Castafiore, c'est ce que je me suis amusé à faire en faisant des recherches musicologiques, des recherches historiques. Et je me suis aperçu que ce personnage était beaucoup plus ambigu encore qu'il ne paraissait, et je me suis rendu compte que c'était l'ultime castrat de l'histoire de la musique. Alors des personnages beaucoup plus secondaires, comme Oliveira da Figueira. Oliveira da Figueira, il apparaît dans peu d'albums. Il apparaît dans Les Cigares du Pharaon. On le retrouve ensuite dans Coq en stock, dans le Tintin au Pays de l'Or Noir, dans Coq en stock, et puis dans Les Bijoux de la Castafiore, il adresse un télégramme de félicitations à Haddock quand on est persuadé que Haddock et la Castafiore vont se marier. Et donc il est fait allusion à Oliveira da Figueira dans un album et il est présent dans 3, ce qui n'est pas beaucoup. Et pourtant, c'est un personnage d'une présence absolument incroyable. Et je n'ai pu que m'intéresser à lui à partir du moment où Michel a eu l'idée de cet ouvrage. Alors, pour cela, il fallait faire un peu d'archéologie. Je me suis rendu dans les versions initiales des Cigares du Pharaon, c'est-à-dire les dessins qui paraissaient dans le supplément illustré du soir, qui s'appelait le Petit 20e. Et la première apparition de Oliveira da Figueira est tout à fait stupéfiante. Il n'est pas du tout le personnage qu'on vous a montré, qu'on voit ici. Il est fagoté de manière invraisemblable, avec une veste à queue de pie, cintrée, un chapeau ridicule, il est bedonnant, il est
il est très étrange, et alors il est totalement efféminé, mais totalement efféminé dans sa manière de vanter la marchandise à Tintin et surtout de lui présenter une cravate, des chemises et tout. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, mais c'est pas péjoratif ce que je vais dire, c'est un personnage qui m'a fait irrésistiblement penser à l'apparition de Charlus à un moment dans la recherche du temps perdu, où le narrateur Marcel se rend compte que cet homme qui apparemment fustige l'homosexualité, eh bien, fait partie du club. Et Oliveira da Figueira, donc, est certainement un personnage homosexuel, ce qui est tout à fait intéressant parce que, à l'époque, il faut savoir qu'Hergé, sous la coupe de curés, j'allais dire, pré-zémourien, hyper traditionnaliste, aurait appelé l'Inquisition pour me mettre sur le bûcher si j'avais émis cette hypothèse. Et puis, en avançant dans mes recherches, eh bien, je me suis rendu compte que cet Oliveira da Figueira, commerçant, l'homme qui vend tout, qui commerce surtout en mer Rouge, eh bien, avait suivi le trajet de beaucoup de commerçants portugais qui, à l'origine, étaient des juifs convertis de force, des maranes, ce qu'on appelait les chrétiens debout, ou je ne me souviens plus du terme exact, les chrétiens nouveaux, voilà. Et donc, je ne vous donne pas le détail, mais dans ce livre, je révèle justement la généalogie des Oliveira da Figueira, parce que ce n'est pas un prénom, Oliveira, hein, c'est un patronyme. Donc, je suis encore en ce moment, ça je n'ai pas pu le révéler encore, le vrai prénom d'Oliveira da Figueira. Donc, voilà. À partir de ces deux éléments, eh bien, j'ai développé quelques éléments qui donnent le fil romanesque de cet ouvrage. Oui, vous remarquez que dans la première apparition dans le Petit 20e, Milou dit « Les Portugais sont toujours gays ». Donc, voilà. Mais Oliveira da Figueira, alors, dans l'esprit de tout le monde, je ne sais pas si c'est le cas au Portugal, mais en France, on vous dit toujours « quand on porte un nom d'arbre, c'est qu'on est d'origine juive ». Oliveira, Figueira, Carvalho, Pereira, voilà, hein, c'est ce qu'on dit. Au Portugal aussi. Or, j'ai interrogé les historiens du judaïsme, c'est complètement faux comme histoire, parce qu'il y a autant de chrétiens que de juifs qui portaient ce nom. Quand les juifs se sont convertis, ils ont souvent pris les noms de leurs voisins, de leurs parrains, et donc souvent c'était Oliveira, Carvalho, etc. Sauf que, dans les procès de l'Inquisition, il n'y a pas plus de noms d'arbres que dans la population générale. Donc c'est une idée reçue qui circule, mais quand on crée un personnage qui s'appelle Oliveira da Figueira, forcément on crée un juif. Et c'est ça le paradoxe, c'est qu'on peut dire qu'Hergé était quand même très antisémite à cette époque, en tout cas. Oui, tout à fait. Et qu'il a créé un juif sympathique, très généreux, peut-être à son insu d'ailleurs. Mais Oliveira da Figueira, dans l'esprit des gens, c'est un non-juif. Et c'est vrai que sa présence dans la mer Rouge, le fait qu'il soit portugais, il a suivi le trajet de nombre de juifs qui ont fui dans le Maghreb et jusqu'en mer Rouge. Et d'ailleurs, on a trouvé ses ancêtres, hein, Georges de Oliveira, très connu, Gonçalo de Oliveira, un pilote. On n'est pas osé jusqu'à dire que Manuel de Oliveira en descendait, mais bon, c'est quand même un peu la famille. Et on a pu trouver son origine. Ils étaient installés après un séjour à Goa, où l'Inquisition, c'est-à-dire que l'Inquisition, ils avaient l'esprit d'escalier, puisqu'ils y arrivaient en retard, mais ils ont fini par arriver à Goa, où les ancêtres de Oliveira da Figueira s'étaient réfugiés et ils ont dû fuir Goa. L'Inquisition qui était installée en 1563, voilà. Et ils sont partis à Socotra. Et d'ailleurs, il faut dire l'île de Socotra, hein, c'est une île qui se trouve à... Là, on a le plan, là, voilà, à la pointe de la Somalie. Voilà. Et sur indication de François Xavier, d'ailleurs, qui venait de Socotra, tout ça c'est exact, ça, on est dans l'histoire vraie. François Xavier venait de Socotra et il décrivait les communautés juives, chrétiennes et musulmanes qui vivaient en bonne harmonie dans ce lieu, dans le port d'Adibo de Socotra. Donc c'est tout à fait normal que, fuyant l'Inquisition de Goa, la famille Oliveira soit réfugiée à Socotra, et c'est là où
eh bien, les descendants, Oliveira da Figueira, c'est là où Tintin va le rencontrer. Et ce qui explique d'ailleurs que Oliveira da Figueira, dans les albums, s'exprime en arabe. Oui. Parce que c'est une langue qu'il a apprise enfant, effectivement, puisque c'était une société multiculturelle. Il parle l'arabe et le portugais et accessoirement le français. Alors pour illustrer toute l'histoire de la famille Oliveira qui fuit l'Inquisition et qui fuit les soldats de l'Inquisition, évidemment, Philippe Dumas a pensé à nos deux... Ça, c'est parce que Charles Quint avait, on peut dire, créé une police pour poursuivre justement les Juifs portugais de la diaspora, dont beaucoup s'étaient réfugiés à Anvers, d'autres en Italie. Au début, ils étaient tolérés. Très rapidement, évidemment, ils étaient, on peut dire, rackettés ou rançonnés parce qu'on les supposait très riches. Et donc, leur vie de ces gens a été dramatique parce qu'ils allaient de fuite en fuite. Et d'ailleurs, on retrouve ça chez Oliveira da Figueira parce que lorsqu'il accueille Tintin dans Tintin au pays de l'or noir et dans Coq en stock, il leur fournit des déguisements. Il y a une tradition de clandestinité, il y a une tradition d'entraide des réprouvés chez les descendants des Juifs convertis. Ils reprennent la tradition familiale qui faisait qu'il fallait s'entraider, il fallait se déguiser, il y avait des filières, il y avait une technique d'exfiltration très très au point, et c'est ce que fait Oliveira da Figueira. Il exfiltre Tintin et Haddock à 2 reprises en leur fournissant déguisement, en leur fournissant surtout assistance, en courant de très grands risques, parce que là où il se trouve, au Remède, il ne rigole pas avec des réprouvés, puisque Tintin à un moment est même condamné à mort. Et donc aider un type qui a été condamné par la police du Remède, il fallait quand même le faire. Donc là aussi, c'est un indice qui m'a porté à croire que je ne me trompais pas. Oui, tout ça est cohérent. C'est toujours, la situation est toujours pareille au Kemed. Ah oui, oui. En ce moment, ça dégénère même. Alors, un petit détail pour finir, c'est Oliveira da Figueira, quand il accueille Tintin et Haddock, pas dans le premier album, qui date d'avant 1941, c'est important, mais pas dans Les Cigares du Pharaon, mais dans Tintin au pays de l'or noir, on est après 41, il sert toujours un très bon petit rosé de son pays. Et si vous regardez bien la bouteille, ce rosé a quand même une forme qui est typique du Mateusz rosé. Oui. Alors, on a fait des recherches, le Mateusz rosé apparaît avec cette forme de bouteille en 1941. C'est pour ça que Oliveira da Figueira n'en avait pas dans le premier album. Mais dans le second album, en l'or noir, on est déjà quelques années après la dispersion mondiale du Mateusz rosé, et à ce moment-là, eh bien, il sert une bouteille qui est très clairement du Mateusz rosé. Quoique, si on regarde bien, et ça c'est tout le travail d'exégèse qu'Albert Algou a fait, cette bouteille, c'est pas tout à fait celle du Mateusz rosé à droite, c'est pas tout à fait celle de Licor Beiron au milieu, mais c'est un peu un mixte des deux. L'ARG, qui est très précis, a un peu confondu les deux bouteilles. Alors il était ivre peut-être. Il était ivre. Il était porté sur la bouteille. Mais ces deux bouteilles, il les connaissait. D'ailleurs, Philippe Dumas a fait un petit dessin qui montre comment la bouteille de Tintin au milieu, c'est un mixte des deux, Mateusz et Beiron. Et il faut savoir que la bouteille de Mateusz rosé dérive des gourdes des soldats portugais de la guerre de 14-18. Hein, c'est ça, c'est dans les archives de Mateusz. Oui. Ça a été dessiné tout à fait d'après le dessin des gourdes des soldats qui ont combattu, des soldats portugais en 14-18. Pour montrer que rien n'est laissé au hasard dans ce livre, hein, que tout est sourcé, tout est cohérent, et que j'espère que vous n'en doutez pas. Alors, sur Tintin, cette présence d'Oliveira à Socotra, quand même, il y a un mystère. C'est en effet le prénom d'Oliveira da Figueira, et tu as fait marcher ton réseau pour essayer de savoir. Oui, c'est la Société des Amis d'Hergé du Yémen. Je ne peux pas vous donner le nom en arabe, mais j'attends une réponse de leur part. C'est la seule société disons, de tintinophiles dans le monde musulman. Parce qu'ils sont chiites et non sunnites.
Et donc, la reproduction, certains tolèrent la reproduction des créatures, des êtres humains ou des animaux. Oui, donc c'est chez les chiites, on est chez les chiites. Ouais. Et vous savez que dans Coq en stock, il y a des esclavagistes arabes, mais ça ne dérange pas du tout les yéménites, parce qu'ils savent qu'on a affaire à des sunnites wahhabites, et que donc c'est tout à fait acceptable. Bon, on pourrait parler beaucoup, mais c'est mieux que vous posiez peut-être des questions. On a pris quelques exemples pour aiguiser votre curiosité, mais Albert et Philippe sont là pour vous répondre et dialoguer, car je sais qu'il y a des gens de haute culture parmi nous. Vous avez compris le problème que j'ai vécu. Hein. Il y a 2 spécialistes de Tintin absolument incollables. Et moi, j'ai eu à illustrer ça. Et j'ai jamais fait un livre aussi difficile parce que tout a été repris, regardé. Et le plus difficile de tout, c'est qu'il fallait parler de Tintin. Tintin, et sans qu'on puisse dire que c'était un dessin d'Hergé. Donc j'ai tout fait pour faire un nouveau Tintin. Mais Hergé, il dessine. Tintin, il fait un ovale, 2 points pour les yeux, un petit truc comme ça pour le nez et ça pour la bouche. Alors, faire un Tintin différent qui soit pas Tintin, sans être Tintin, tout en étant Tintin, c'est un exploit assez remarquable. Je m'honore. Merci. Bon. Non. À part ça, un autre point de vue, là, tout à fait personnel, c'est qu'on parle de répondre à des questions. Ça, ils ne le savent pas. Ce sont des spécialistes de Tintin, mais ils ne savent pas exactement qui je suis. Je suis, moi, le petit-fils du professeur Tournesol. Et j'ai un plus grand respect pour lui, mais malheureusement, il m'a collé sa surdité. Et toutes les questions... je suis prêt à répondre à toutes les questions possibles, mais ne vous étonnez pas si c'est tout à fait à côté de la plaque. Voilà. Bonsoir. Vous disiez tout à l'heure, au début de votre narration, que Hergé avait intérêt financièrement, finalement, à glisser sur les couleurs, sur finalement son travail artistique. Pourquoi ? Alors, la réponse est simple. Hergé, pendant la guerre, surtout, il y a des lettres qui l'attestent, qui sont d'ailleurs très, très drôles, qui sont publiées ici, a demandé à se faire payer en nature. C'est-à-dire, comme il y avait des restrictions en Belgique, à cause des restrictions alimentaires, etc., il a demandé à l'éditeur de se faire payer notamment en boîte de sardines, en tabac anglais. Alors, il a prétexté, c'était pour fournir son frère qui se trouvait prisonnier en Allemagne. Bon, ça, c'était l'alibi pour émouvoir peut-être l'éditeur. Et en fait, il demandait, et pour moi aussi, et la quantité était quand même très importante parce qu'il fallait que ce soit l'équivalent des droits d'auteur qu'il aurait dû toucher. Et il a reçu à un moment tellement de boîtes de sardines, il y avait d'autres conserves, que la police belge et les Allemands l'ont soupçonné de faire du marché noir. Il a été convoqué chez les flics parce qu'ils trouvaient très très louche que ce type reçoive des centaines de boîtes de sardines chez lui. Et qu'est-ce qu'il en faisait ? En fait, il les bouffait, mais il s'est fait payer en nature. Donc, il avait tendance à être apparemment tolérant avec le massacre chromatique de ces dessins, et aussi le montage, parce que certaines planches étaient remontées, c'est-à-dire il prenait les strips, ça apparaissait dans la presse dans des strips de 3 ou 4 images, mais il les montait un peu n'importe comment. Et donc Hergé s'arrachait les cheveux, évidemment, mais dans le fond, ça l'arrangeait, puisqu'il y trouvait quand même son compte. Puis bon, il disait il valait mieux... bon, c'est embêtant, mais il faut quand même mieux qu'on parle de nous, de diffuser oui. Tintin. C'est quand même mieux. Bon, il était dans un état d'esprit qui est différent de une certaine fierté. Une certaine fierté.
il était au début de sa carrière. Mais c'est vrai qu'il y avait des choses qui étaient étonnantes. Par exemple, dans Le Cigare du Pharaon, il y a une scène à la fin où parmi la secte de Kiss-O, il y a un pasteur. Bon, un pasteur, dans un journal catholique, hop, l'image est supprimée, plus de pasteur. Dans Tintin en Amérique, Milou échappe au hachoir à viande dans lequel il tombe parce que les ouvriers font grève. Dans Tintin, c'est à Hora do Almoço, pas de grève. Il y a plein de choses comme ça. Mitsu Hirato ne fait pas Irakiri, on ne suicide pas dans un journal catholique, il est mort, c'est tout, on ne dit pas plus, etc. Et Hergé il était content d'être publié ailleurs, et c'est vrai qu'il critiquait beaucoup les couleurs, mais quand on y regarde de près, je trouve que ces couleurs sont magnifiques. C'est assez original. En plus, au Papagayo, ce qui était très intéressant, c'est en première page, chaque numéro, le bandeau, cartouche horizontale, le bandeau était différent pour chaque numéro, et donc il y avait souvent beaucoup d'inventions picturales autour il y avait toujours le perroquet était présent, mais avec les personnages de Tintin. Et ça, dans le journal Tintin français ou belge, on ne le trouvait pas. Mais je reviens sur ce que disait Michel tout à l'heure. Ce qui est très important, c'est que c'est vraiment la première langue étrangère dans laquelle Tintin a été traduit, avant même le flamand, puisque Tintin ensuite a connu un grand succès dans la partie Flandre de la Belgique et en Hollande. Mais avant même que Tintin soit traduit en flamand, c'est la langue portugaise qui a été la première langue étrangère dans laquelle Tintin a été publié. Et aussi, c'est le premier pays où Tintin a été mis en couleur, avant même qu'il ne le soit en Belgique, enfin que les aventures ne le soient en Belgique. Donc c'est quand même très très important, parce que dans l'histoire de la bande dessinée, on peut dire que ce sont deux événements majeurs. Et paradoxalement, c'était le dernier pays à le publier en album, très tardivement, en 82, bien après le Brésil. Bon. Oui. J'ai plusieurs de... Non, j'ai pas besoin de microphone. J'ai plusieurs de questions. Oui. La première, c'est quand on a commencé à sortir Tintin en Italie, parce que je suis italienne. Alors là, je ne saurais pas vous répondre, mais je pense que c'est dans les années 50. Alors l'Italie n'est pas un des pays où Tintin a le plus de succès. Il est traduit, toutes les aventures sont traduites en italien, mais c'est pas un personnage. Peut-être parce qu'en Italie, il y a les fumetti. Vous savez, alors les fumetti en France, les plus anciens se souviendront, Blake le Roc, Tartine, etc. C'était des petits volumes, disons de 10 cm sur 15, qu'on trouvait dans les gares, les BD de gare. Et à l'origine, c'est italien. Donc, et il y avait beaucoup de dessinateurs italiens de grand talent. La bande dessinée italienne existait bien avant Tintin. Elle existait bien avant Spirou et Fantasio. Peut-être est-ce à cause de cela, ou peut-être, je ne sais pas, la forme d'humour. Mais ceci dit, Tintin est connu en Italie. Alors, par exemple, tu évoquais tout à l'heure, Michel, le dictionnaire des jurons du capitaine Haddock, qui est mon best-seller involontaire, parce que jamais j'aurais pensé que ce bouquin aurait du succès, puisque à l'origine, Casterman m'avait dit, après Tintinolâtrie, qui avait un peu marché, il m'avait dit, t'as pas une idée? J'avais dit, j'étais prof à l'époque, et donc le hasard a fait que j'avais surpris 2 élèves en train de ne pas suivre mon cours, mais de lire un album de Tintin. Je leur ai dit, je vous le rends à condition que vous répondiez aux questions que je vais vous poser sur cet album. Moi, je n'avais pas lu Tintin depuis l'enfance. Et j'avais, 25, 26 ans. Donc, je reprends l'album et je commence à poser des questions aux élèves de la classe. Et alors, non seulement les 2 salopards répondaient à tout. Quand je dis salopards, ils étaient très sympathiques. Je revois leur bonne bouille de cancre, mais pas si cancre que ça. Ils répondaient à tout, mais pas forcément sur des détails idiots, sur l'esprit de l'aventure, sur les personnages, etc. Et puis, toute la classe s'est mise à répondre. Les filles autant que les garçons. C'était une classe de 5e. Les filles, comme les garçons, ils répondaient tout. J'ai dit, je vous rendrai l'album, mais demain, je vais l'emmener chez moi. Et donc, le soir, j'ai lu cet album, c'était L'Étoile mystérieuse, avec beaucoup d'étonnement, d'émerveillement. Et je vois que le capitaine Haddock proférait ses fameux jurons.
Et donc après, je me suis dit, tiens, pour intéresser les élèves, je vais me servir de ces jurons. Alors je leur disais, par exemple, j'écrivais 10 jurons au tableau, moule à gaufres, orictérope, bachibouzouk, pirate, sapajou, et je leur dis, racontez-moi une histoire avec ces 10 mots. Alors les gosses étaient fous de bonheur, donc ils se mettaient à écrire, même les plus analphabètes, et le résultat n'était pas si mauvais. Où on faisait des courses au dictionnaire, parce qu'à cet âge-là, on leur apprend à servir du Larousse. À l'époque, il n'y avait pas les tablettes, etc. Et donc, je leur donnais 5 jurons, je leur dis le premier qui a trouvé. Enfin, on faisait ça par équipe. Et donc, quand Casterman quelques années après, j'avais consigné tout ça, il m'a dit, tu n'as pas une idée? Je lui ai dit, on va faire le dictionnaire des jurons du capitaine Haddock. Ah bon, tu crois? Et c'est passé à une voix près, parce qu'il y avait, un conseil. Et ils se sont dit, bon, allez, on y va. Et ce livre a eu du succès. Alors, il n'est pas encore traduit en italien, mais là, récemment, il a été traduit. C'est incompréhensible, mais c'est un grand succès en Europe du Nord. Alors, il a été traduit en allemand, et là, il vient d'être traduit en suédois, en danois et en finnois, en Finlande. Il y a une version finlandaise, j'en reviens pas moi-même, ils n'en reviennent pas eux-mêmes chez Casterman, ils sont très contents. Et le capitaine Haddock, en fait, est connu et les personnages de Tintin aussi dans pas mal de pays européens. Et bientôt, il va y avoir la traduction qui va sortir bientôt anglaise pour le Canada, les États-Unis et l'Angleterre. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de version portugaise encore. Le dictionnaire du juron va paraître? Il apparaît ça au dictionnario de fausse nouvelle. Je crois que c'est en route. Oui. Oh, ça ne saurait tarder. Alors le problème des traductions en portugais des jurons, c'est qu'elles ont varié avec le temps. Les traductions en 1935 ne sont pas les mêmes qu'en 1950, et bien sûr ne sont pas les mêmes qu'au Brésil. Alors Albert n'a pas pu faire une exégèse complète parce que c'était un peu compliqué, mais il y a une approche du Brésil quand même à la fin du livre, puisque il y a une piste, je ne fais que l'esquisser, à savoir que le capitaine Haddock est d'origine portugaise lui aussi, via le Brésil. Mais j'avais reçu une lettre, après la parution du dictionnaire des jurons, un lecteur portugais, la lettre est évoquée. Authentique. Et avec une photo, il y a à Sao Paulo une rue Haddock Lobo. Haddock loup, et Lobo en abrégé au Brésil, c'est le loup de mer. Haddock, loup de mer, à Sao Paulo. Je me suis dit, donc là encore, il y a une piste, et je suis sur cette piste. Et capitaine Haddock, il y a des origines portugaises aussi. Quelle bande dessinée c'était votre préférée quand vous étiez petit? Et l'autre, Monsieur Dumas, à quel âge vous avez commencé à dessiner et quelle est votre source d'inspiration quand vous avez commencé votre carrière? Moi, il y avait une bande dessinée formidable à la maison d'un Suisse, l'inventeur de la bande dessinée, qui s'appelle Topfer. Et j'ai relu ça 1000 fois. C'était formidable. Vraiment. Bon. Et puis sinon, donc j'ai toujours dessiné. Moi, j'ai commencé vraiment très tôt. Mais à l'école, pour écrire, je sais que au lieu d'écrire mouton, je dessinais mouton. Mais bon, etc. Mais ça, c'est côté Saint-Exupéry, ça. C'est compliqué de tout écrire en dessin, mais on y arrive. La preuve. Je faisais la même chose, parce que quand il y avait quelques erreurs, au lieu de zéro, pour cacher les erreurs, je faisais des feuilles, des souris, des choses comme ça. Très habile. Topfer, on peut le préciser, était suisse. Oui. Donc, parce que la bande dessinée est franco-belge, mais il y a eu aussi de grands artistes suisses. Et Topfer, il était à la fois... auteur des récits de voyage en zigzag, par exemple, dans les Alpes, et dessinateur. Il illustrait ses propres récits, et il a aussi, on peut dire qu'il est un des grands inventeurs, si ce n'est l'inventeur de la bande dessinée, avec des dessins, avec des phylactères, avec des bulles qui font parler les personnages. Il ne faisait pas de bulles. Il dessinait il mettait le texte en dessous. Enfin, il y a des bulles. Il y a des bulles. Il y en a 3. Dans Voyage en zigzag, il y en a. Alors, non, mais ce qu'il avait d'extraordinaire, on va s'engueuler, c'est bien. C'est qu'il a employé
pour imprimer. Il a employé la litho. Donc ça lui a permis de dessiner directement sur la pierre, et il a dessiné, c'est très 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 rapide, c'est incroyable. Il ne fait pas d'ombre, c'est simplement un petit zigzag, c'est d'un modernisme absolument mais époustouflant. À part ça, c'était un type qui s'est passionné pour le dessin, qui a écrit des livres sur ce qu'est le dessin, ce qu'est la peinture. C'est un homme remarquable, et il faut vraiment revenir souvent à lui, parce que la bande dessinée, il y a du bien, mais il y a un nombre de merde absolument incroyable. Et il faut vraiment regarder par dévotion pour Topfer, qui était génial. Alors, vous parlez des ombres. Dans Tintin, dans les albums de Tintin, il n'y a pas d'ombre, jamais. Sauf dans 2 albums. Et ça, c'est extraordinaire. C'est dans On a marché sur la Lune. Il y a des ombres, alors qu'ils se trouvent non plus sur Terre, mais sur la Lune. Et dans L'Étoile mystérieuse, au début, lorsqu'il y a ce météorite qui frappe la Terre, une sorte de nuée étrange qui nimbe ce qui doit être Bruxelles. Et là, les personnages ont des ombres. Dans le reste des aventures, il n'y a jamais d'ombre. Peut-être est-ce que... Il y en a une que vous avez fait dessiner, une scène de beuverie sur le bateau, où ils sont tous... Ah, là, il y a oui, des ombres, c'est que des ombres. Mais là, c'est l'ivresse. C'est un spécialiste. C'est l'ivresse, là. Il n'y a pas d'ombre, comme en Alentejo. Voilà. On demandait les albums favoris. Les albums. J'aime que beaucoup. lire, conseil de lecture. J'aime moins les albums de la fin, sauf l'Alphart, mais qui est incomplet, parce que c'était son chant du cygne, et Hergé s'était ressaisi à ce moment-là, parce qu'il savait que c'était la fin. Et s'il avait pu terminer cet album, je pense que ça aurait été quelque chose de tout à fait formidable, un peu son temps retrouvé. J'aime moins les albums du début, il y a des amateurs, évidemment. Je ne suis pas un tintinophile fanatique, moi je ne suis pas un Tintin intégriste. Il y a les albums, disons, majeurs de la période centrale, qui commence un peu avec le Sceptre d'Ottokar, par exemple. C'est un album magnifique. C'est un album presque un conte de fées, parce que c'est un petit royaume idéal, avec un roi éclairé, avec l'apparition de la Castafiore, qui rend la chose tout à fait intéressante. Et puis ce petit pays qui vit un Anschluss avant la lettre. C'est un album, l'air de rien, antifasciste, alors qu'Hergé baignait dans un milieu tout à fait extrémiste. C'est très étrange. C'est vraiment un album anti-nazi, puisque le méchant qui menace la Moldavie s'appelle Mussler, Mussolini-Hitler. C'est la concentration de ces 2 dictateurs à l'époque. Hergé se montre très critique, justement, de ces dictatures. De même, plus tard, dans l'affaire Tournesol, la Borderie, le pays voisin, qui dans le Sceptre d'Ottokar ressemble beaucoup à un pays pro-nazi, dans l'affaire Tournesol, c'est un pays stalinien. Donc les 2 extrémismes politiques sont redoutés de la part d'Hergé, ce qui était quand même assez sympathique, vu d'où il venait idéologiquement, et les influences qui se sont exercées sur lui pendant très très longtemps. Et Michel, ton album préféré ? Oui, non, mais quand j'étais jeune, c'était les doubles albums, le Sceptre d'Ottokar, le Temple du Soleil, et puis le Secret de la Licorne et le Trésor de Rackham le Rouge. C'était mon Jules Verne, etc. Quand j'étais jeune, c'était ça. Mais c'est vrai que plus tard, c'est le Tintin au Tibet qui m'a fasciné. Je crois que c'est cet album qui, à 14 ans, m'a donné envie de marcher en montagne. Et après, je me suis mis à marcher pendant des années, régulièrement. Et je retrouvais un peu les images de Tintin au Tibet et les mêmes émotions. Bon, ça, c'est il y a longtemps, c'était de mon vivant. Mais après, finalement, tout compte fait, je me dis que Les Bijoux de la Castafiore, c'est un livre extraordinaire, parce que c'est un livre où il ne se passe rien, finalement. Hergé se moque de Tintin, qui voit des mystères partout, et c'est un très beau livre. C'est un livre aussi où ça, c'est toi qui as développé ça, qu'il se rachète un petit peu de son antisémitisme en prenant une défense très claire contre les préjugés, contre les tziganes. Et c'est un bel album, très complet, très amusant, et très réussi. Ce qu'il faut savoir très rapidement, c'est que les tziganes en Belgique, quand il y a eu les persécutions,
ils étaient dans les mêmes camps de transit, si j'ose dire, puis ensuite dans les mêmes camps de la mort que les Juifs. Et les rafles étaient effectuées par par les Allemands directement, puisque le nord de la France et la Belgique étaient sous autorité allemande. Et dans Les Bijoux de la Castafiore, c'est quand même très émouvant, puisqu'au départ, Tintin est très hostile aux tziganes, avec le domestique Nestor, dont on a tout lieu de croire qu'il est toujours resté plus que réactionnaire. Et le seul qui, au départ, bouscule tout ça, c'est le capitaine Haddock, qui a beaucoup d'humanité. Tout de suite, il leur dit, vous allez... Ils sont sur un... Il faut savoir, ils campent dans un camp d'épandage, enfin, une décharge. Et Haddock, tout de suite, leur dit, mais c'est pas possible, venez dans le parc de Moulinsart. Et si vous voulez, les Bijoux de la Castafiore, Tintin, c'est l'histoire très subtilement résumée d'une prise de conscience. Il est hostile, ensuite il se pose des questions sur les préjugés contre ces gens-là. Ce sont des voleurs, ce sont des gens pas fiables, ce sont des accapareurs, etc. Et très rapidement, il va changer et il va se rendre compte qu'il avait tort. Et Hergé, je pense, à la même époque, lorsqu'il a vu les documents, notamment un de ses amis proches était rentré avec les troupes américaines dans un camp de concentration, et il avait rapporté donc un film. Hergé a vu ce film et il l'a revu une fois, c'était avec Pierre Sterckx, critique d'art qui était un ami très proche, qui est disparu il y a 2-3 ans, qui était un type extraordinaire. Et Pierre m'avait raconté, il y avait la projection de ce film, et il se tourne, et Hergé, derrière lui, pleurait. Mais, comme tous ces gens, il disait, oui, à l'époque, on ne pouvait pas tout savoir, etc. Là, il était de mauvaise foi, évidemment, parce qu'il a vraiment plongé, non pas dans la collaboration, parce qu'il n'y a pas eu de collaboration directe, mais il était quand même dans le journal que les Belges avaient surnommé Le Soir volé. C'était Le Soir qui était devenu un quotidien à la solde de l'envahisseur, des nazis. Oui, j'ai 2 questions. Est-ce que vous savez quelque chose, par exemple, sur le rapport entre la censure au Portugal? Est-ce qu'il y a eu un rapport entre la censure portugaise et le célèbre crayon bleu, au Rapizazour, n'est-ce pas, au fil des temps et des éditions, et les éditions portugaises de Tintin? Première question. Deuxième question, quel était l'engouement, disons, populaire par rapport à cette première édition? Quel était le tirage? Je n'ai aucune idée. Est-ce que ça a un effet important à partir de 1936 au niveau des lecteurs? Question, voilà. Pour quelqu'un qui ne connaît pas Tintin en portugais. Michel? Oui, sur la censure, il y en a eu un petit peu, mais à mon avis, c'était de l'autocensure. Il y a eu un cas très, très clair, c'est la première édition du Papagaio. On est à Chicago et on voit un policier saluer un bandit et quelqu'un de la classe moyenne le saluer. Bon, cette image passe en 1936. Mais quand Tintin en Amérique du Nord est reparu dans, je crois, Cavaleiro Andante, c'est vous qui savez, en 50 et quelques, je ne sais plus, eh bien, cette image du policier saluant le bandit a été effacée par le Papagaio. Donc, autocensure. Cette image du policier saluant la pègre est passée en 1936, le temps où l'État nouveau était un peu triomphant, moins vigilant, mais en 1956, c'était plus possible de publier cette image. Sur les cas de censure dans Tintin, j'en connais pas d'autres, mais je pense qu'il y a eu de l'autocensure. Alors, sur la lecture de Tintin, on a un très grand spécialiste de Tintin ici, José Ménézet. J'avoue que je ne peux pas répondre si Tintin était très lu. Le tirage, je ne sais pas. Comment? On ne connaît pas le tirage du Papagaio. Donc, bon. Mais ça circulait dans ce journal, et c'est vrai qu'il n'y avait pas d'album de Tintin. Je vous dis, les premiers sont apparus en 1982. Et c'est quand même les albums qui donnent la plus grande diffusion à l'œuvre de Tintin. Donc, depuis 1962, les Portugais recevaient l'édition brésilienne, 62 à peu près, qui a été reprise par Record, et donc les Portugais lisaient Tintin dans l'édition brésilienne, aux grandes dames d'Adolfo Simon Schmuller, qui disait que c'était horriblement mal traduit, que c'était épouvantable, etc. Et dans l'édition française. Et dans l'édition française. Les années 50, elle était quand même, l'édition Casterman était vendue. Oui, c'est ça. C'est vrai que les...
Oui, c'est vrai qu'on se souvient que le Portugal, avant 74, tout le monde étudiait le français et tout le monde lisait en français. Et donc, en effet, on lisait beaucoup. On lisait Dostoïevski en français, paraît-il, mais aussi on lisait Tintin en français. C'était facile. Je peux. Bonjour. Bon, voilà. Je suis journaliste. J'ai fait déjà une petite investigation sur Tintin. Je ne sais pas si, dans votre cas, vous avez fait une investigation exhaustive, on peut dire. Mais le premier personnage portugais dans une aventure Tintin, ce n'est pas Oliveira de Figueira, c'est le journaliste, un journaliste du Diário de Lisboa dans Tintin au Congo. Et dans mes recherches, j'ai vu que dans cette même semaine où a été publié pour la première fois ce portugais dans le Petit 20e, il y avait une délégation de journalistes portugais qui sont allés en Belgique. Et ils ont voyagé en retournant d'Anvers pour Lisbonne dans le Tisville. C'est le bateau que Tintin prend de dos. Et il avait le dessinateur du Diário de Lisboa que il se paraît vraiment à Oliveira de Figueira. C'est Francisco Valença. Et après, je vous en enseignerai et vous me direz votre opinion. Mais ce que je voudrais savoir de votre livre, que c'est très beau, déjà, c'est si vous avez aussi pris en investigation sur le Álvaro, c'est le nom de Tintin comme neveu portugais de Oliveira de Figueira. J'ai fait une petite recherche et j'ai trouvé que quand Hergé a créé ce moment-là, c'est en 1949, c'était un moment qu'il était déprimé, il a fait même un arrêt dans l'aventure dans ce point-là. Et 4 mois avant l'apparition d'Álvaro, tous les journaux à Belgique avaient en première page la détention du leader communiste portugais Álvaro Cunhal. Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou non, si vous avez trouvé quelque chose comme ça. Quelle est votre opinion de Dom Álvaro dans le nom d'Hergé, si vous voulez faire aussi. Oui, c'est un plaisir de ce genre de rencontre, de vous rencontrer, d'avoir des éléments nouveaux. En effet, ça, on est passionnés tous par ces informations nouvelles, mais le journaliste, le directeur du Diário de Lisboa, il y a 2 pages dans le livre. Ce qui est amusant, c'est que dans l'édition portugaise, Muller, quand même soucieux, en fait non plus le directeur du Diário de Lisboa, pour pas heurter son confrère, qui existait vraiment, mais ça devient le directeur du Diário da Tarde, le quotidien de Rio de Janeiro. Du Brésil. Oui. Donc il n'a pas osé choquer, puisque ce directeur du Diário de Lisboa... Ils ont fait ça parce que Tintin, c'était portugais. Il n'a pas un journaliste portugais qui va parler avec lui. C'est pour ça qu'il est un Brésilien. Tintin était reporter au Papagaio. Donc, c'est pour ça pour qu'on change de Oui, nom. mais je pense aussi, comme le Diário de Lisboa était un vrai journal qui existait, de ne pas... C'était le seul qui existait dans le dialogue. Vous avez les 2 journalistes. C'est ça, voilà. Et le Diário de Lisboa, c'était le seul qui existait en vérité. C'est ça, voilà. Et le Diário de Lisboa, c'était gênant, puisqu'il essayait de corrompre Tintin, d'arracher donc à son journal, c'était au Papagaio. Ils en ont fait un Brésilien aussi, je pense, pour pas choquer, pour pas être désagréable avec son collègue. Voilà. Sur Álvaro, alors en effet, les informations que vous apportez sont très intéressantes. Vous dites Francisco Valença, qui serait... C'était un dessinateur du Diário de Lisboa. Et son rapport avec Oliveira da Figueira, vous pensez? Je crois qu'il a fait, si vous faites une recherche, Francisco Valença, je ne sais pas si vous avez l'Internet. Si vous faites une recherche de Francisco Valença, vous avez le computer là, Internet, je pourrais vous enseigner une image de ce monsieur qui... Bon, on peut en parler après la séance, si vous voulez. Après, si vous voulez. Mais on serait ravis, voilà. Les gens qui nous écoutent, c'est Francisco Valença et Diário de Lisboa. Faites une recherche et vous voyez ces dessins. Et il y a un dessin qui s'y paraît vraiment à Oliveira. Quant à Álvaro, le rapport avec Álvaro Cunhal, très intéressant. Mais en effet, Albert Algou s'y est intéressé. Ben oui, Álvaro... neveu de Oliveira da Figueira. Oliveira da Figueira déguise Tintin pour qu'il s'introduise chez le très 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 méchant. Docteur Muller, Peter Silva au Portugal. Docteur Muller. Et il lui donne un prénom, Álvaro. Il lui met des lunettes noires, un bonnet sur la tête et il en fait un simple d'esprit pour que ça passe mieux. Alors, Álvaro, on n'est pas loin d'Alberto.
il faut penser que Tintin, dans Tintin au Pays de l'Or Noir, se fait appeler Bébert. Bébert, B-E-H, plus loin B-E-H-R. Bébert, c'est le diminutif de Robert, mais surtout, et j'en sais quelque chose, puisque c'est ainsi qu'on me prénommait dans ma famille quand j'étais petit, Bébert, c'est le diminutif sympathique d'Albert. Donc Hergé, il est obsessionnel sur ce prénom. Alberto, Albert, Alvaro, et il y a tout lieu de penser qu'inconsciemment, ça revient dans cet album. Il fait appeler le neveu d'Olivera da Figueira Alvaro. Il pense très certainement à Albert. Et pourquoi Bébert dans Tintin au Pays de l'Or Noir? C'est parce que c'est certainement le vrai prénom de Tintin. Ça a été démontré pas seulement par moi, mais mes recherches ont été confirmées notamment par Cyril Mosgovine dans le dictionnaire des noms propres de Tintin, où il démontre que le vrai prénom de Tintin, c'est Albert, et j'en suis très fier, évidemment. Il y a une chose mystérieuse sur la première apparition de Oliveira da Figueira dans la version noir et blanc, oui, qui, semblablement, au fond de l'histoire, il est mort. Ah oui, tout à fait. Parce que la fratrie de le pharaon Chios, qui dit qu'il a tué le capitaine de bateau et son accomplice. Après, au Pays de l'Or Noir, il réapparaît vivant, pendant que la version en couleur des cigares du pharaon a été faite après le Pays d'Or Noir. Qu'est-ce que c'est? Peut-être l'explication de la résurrection d'Oliveira da Figueira. Oui, c'est tout à fait exact. C'est bien vu. Bravo. Il en est question. Justement, je consacre une entrée de ce livre à cette question tout à fait étrange. Et cette résurrection d'Oliveira da Figueira, je pense que un des membres de la secte de Chios qui disait avoir tué Oliveira da Figueira, pour ne pas avoir d'ennui avec le grand maître de cette secte, à savoir Astapopoulos, a laissé entendre qu'il avait exécuté Oliveira da Figueira pour avoir la paix, parce qu'il y avait un contrat, il avait intérêt à le remplir s'il ne voulait pas se retrouver les pieds dans une bassine de ciment au fond de la mer Rouge. Donc, mais c'est vrai que Hergé, en rééditant le livre, a supprimé toute cette scène. Il s'est aperçu de son erreur. Ce qui est formidable dans Tintin, c'est qu'à chaque fois s'ouvrent des perspectives nouvelles, des questions apparemment sans réponse sont posées, et au lecteur de trouver des réponses, si possible, pas trop de mauvaise foi, comme celle que je viens de vous faire. Et Philippe Dumas illustrait ce passage avec un Milou hurlant à la mort sur Oliveira da Figueira par terre, évidemment. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a quelque relation entre le Milou de Hergé et l'idée fixe de Cauchigny? C'est une très bonne question. Je pense que c'est là, le dessinateur pourrait répondre, parce que la présence d'un animal... Au début, Milou était très bavard dans les aventures. Dans Tintin chez les Soviets, Tintin au Congo, Tintin en Amérique, Milou s'exprime de plus en plus. Il va parler de moins en moins, surtout après l'apparition de Haddock dans Le Crabe aux pinces d'or, première apparition de Haddock. Milou parle de moins en moins. De temps en temps, il a des réflexions. C'est parce qu'il y a un nouveau personnage qui arrive, qui est tonitruant, qui est bavard, il est vraiment très, très verbal. Donc le chien l'est de moins en moins, et sa présence est plus... elle a toujours été de l'ordre du gag, mais elle va demeurer jusqu'au bout. Je pense que le compagnonnage d'un chien tout à fait singulier, en l'occurrence Milou, qui est un chien assez intelligent, mais... pardon ? Une chienne, pardon, oui, c'est vrai. Pourquoi pas, oui. Il y a une histoire il y a un rapprochement entre deux chiens dans l'Alphard à la fin, puisque la Castafiore a une copine et qui a un petit chien, et Milou tourne autour, donc on peut se poser quand même des questions. Donc, dans la bande dessinée, la présence des animaux, je pense au marsupilami, je pense à l'écureuil pour Spirou et Fantasio. Spip, le petit écureuil et le marsupilami, sont des compagnons idéaux parce qu'ils sont source de comiques, ils sont
ils sont en contraste avec leur maître, ils sont souvent plus raisonnables que leur maître, ou parfois plus fous, parce que Milou, par exemple, va avoir un penchant pour l'alcool. Idéfix est beaucoup plus petit et mignon. Il contraste avec le volumineux Obélix, donc c'est très drôle. Je pense à Lucky Luke et Rantanplan, hein, là qui est un chien complètement abruti, mais qui est source de gags lui aussi. Et dans de nombreuses bandes dessinées, les héros ont des compagnons. Je pense, comment s'appelait-elle, son compagnon, c'est BD pour filles, je crois, c'est Agi. Il y a un perroquet qui est son compagnon. Dans la bande dessinée Oscar Hamel et Isidore, des bandes dessinées Cato, il y avait un chien et un petit singe. Par exemple, alors c'est très intéressant, Hergé, lorsque à un moment, donc, les aventures de Tintin paraissaient en France dans Cœur vaillant, âme vaillante, qui était un hebdomadaire pour la jeunesse catholique, d'assez bonne qualité. Mais les prêtres qui dirigeaient cette sainte maison trouvaient quand même que ce Tintin, sans famille, sans métier, était quand même presque tendancieux. Il était presque amoral, je ne dirais pas immoral, amoral, parce qu'il avait pour compagnon un alcoolique complet. Et donc, ils ont fait pression sur Hergé pour qu'il invente qu'il crée une autre aventure avec d'autres héros. Et donc, il y a eu les aventures de Jo, Z et Joko. Jo et Z sont frères et sœurs. Joko est le singe. La famille, le père et la mère. Le père appelle sa femme maman. Hein, là, on est vraiment un papa, une maman. Hein, papa, une maman. Il l'appelle jamais par son prénom, donc c'est la famille catholique traditionnelle. Mais Hergé, ça l'ennuyait, et il a arrêté au bout de la 3e aventure. Mais il s'est quand même un petit peu vengé de cette contrainte qui lui était imposée en flanquant ce garçon et cette fille d'un singe. Et ce singe a un défaut, il est alcoolo. À plusieurs reprises, il chope des bouteilles, il les vide intégralement, et il lui arrive d'être totalement ivre. Et donc là, les bons pères ont dit non, bon, stop, c'est pas possible. Donc Hergé avait certainement, pendant quelques années, un penchant pour la bouteille. Je ne dis pas un grave problème d'alcool, mais il y a des périodes de très grave dépression. Et il aimait la bière belge et il aimait le bon vin. Et ça se ressent. L'alcool est extrêmement présent dans les albums, par l'intermédiaire de Haddock. Mais là aussi, c'est un des paradoxes. Ce qui fait aussi, parce que souvent on se dit, ah, Tintin, souvent les gens qui ne l'ont pas relu ou qui l'ont lu avec disons des réticences, disent oui, c'est une BD très morale, il est du côté du bien, etc. Mais ils oublient que c'est pas si simple, c'est pas si manichéen que ça, les aventures de Tintin. La preuve, c'est que son plus fidèle compagnon, après Milou, c'est quand même Haddock. Dans une bande dessinée catholique, hein, il faut le dire, parce que c'était vraiment un journal catholique qui se revendiquait comme tel, qu'un des héros principaux soit un alcoolo fini, qui est vraiment ivre-mort, qui, lorsqu'il apparaît dans Le Crabe aux pinces d'or, il est d'une violence incroyable. Il tente d'assassiner Tintin 2 fois, à 2 reprises, en l'étranglant, en menaçant de lui... Et dans son cauchemar, Tintin, il imagine qu'il va lui percer le crâne avec un tire-bouchon. Il a des crises de délirium absolument affreuses. Et au départ, on peut se dire, bon, ce personnage va disparaître parce qu'il est trop abominable. Il va réapparaître dans l'aventure suivante, l'Étoile mystérieuse, cette histoire de cet aréolite qui tombe sur la Terre, etc. Haddock est toujours alcoolique, mais il va beaucoup s'humaniser. Et donc, il y a une grande complexité chez tous les personnages de Tintin. Olivera est un personnage complexe. Haddock est un personnage complexe. La Castafiore est un personnage tout à fait intéressant. Tournesol... On l'évoquait tout à l'heure, qui est sourd quand il le veut bien à un certain moment. Et si vous voulez, le seul à être raisonnable dans cette histoire, apparemment, c'est Tintin. Il y a Tintin qui est, comment vous dire, il y a un mouvement brownien autour de lui qui ne tient que par Tintin. C'est-à-dire, Haddock est alcoolique, colérique, avec des emportements parfois incohérents. Tintin est un chien, est une chienne. Milou est une chienne. Parfois un peu vicelarde, tentée par l'alcool.
Tournesol est sourd et irascible pour entrer dans des colères épouvantables. Il y a Séraphin Lampion, la sureure épouvantable. Tintin Hergé disait, c'est l'archétype du Belge qui porte des bretelles et une ceinture, qui est un emmerdeur épouvantable. Il y a Abdallah, qui est le fils de l'émir du Rémed, est un enfant abominable, capricieux, lui aussi violent, insupportable, etc., etc. Il y a des méchants qui sont souvent très séduisants, notamment Muller. Et là, je pense qu'Hergé s'est vengé de la colorisation épouvantable de ses aventures au Portugal, puisque lorsque Muller tente de se suicider, Tintin le représente, il va se tirer une balle dans la tête, mais Abdallah a subtilisé a échangé le vrai revolver contre un revolver à encre qui envoie, et Muller se trouve totalement maculé, totalement taché, et on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'à l'époque où justement ces aventures étaient coloriées de manière épouvantable, comme par les travaux d'un enfant atteint de daltonisme, il se venge sur la personne de Muller. Donc des personnages très complexes, contradictoires, et même Tintin lui-même, il n'est pas toujours dans, j'allais dire, côté béni oui-oui, toujours dans le bien. Il y a des moments où il s'abandonne, lorsqu'il est dans les montagnes de Sildavie, lorsqu'il est dans le désert, dans les grands espaces, il y a une dimension poétique. C'est un personnage en allée, comme disait Verlaine. C'est un personnage qui a son mystère, lui aussi. Alors, évidemment, le grand reproche, c'est qu'il n'y a pas de femme dans les aventures de Tintin, si ce n'est la Castafiore, qui, hélas, n'en est pas une, puisque c'est le dernier castrat, et il n'y a que Milou. Mais le reproche qu'il est fait à Tintin, là, à Hergé, se comprend, mais il est injuste parce que toute la BD franco-belge à l'époque, les filles sont arrivées petit à petit. Dans Spirou, il n'y avait pas de filles au départ. Après, dans Gaston, il y a eu Mademoiselle Jeanne, il y avait Sécotine dans les aventures de Gilles Jourdan, et les Schtroumpfs, la Schtroumpfette, Gargamel, quand il fait apparaître la Schtroumpfette, si vous regardez l'album des Schtroumpfs... Je ne sais plus comment c'est en portugais, les Schtroumpfs, il y a un album qui s'appelle La Schtroumpfette. Quand Gargamel l'a créé, c'est 1 once de mauvaise foi, 3 grammes de mensonges, de la langue de vipère. C'est d'une misogynie épouvantable. Il en fait une cruche imbécile et méchante, jalouse, tous les clichés de la misogynie. Vous êtes sévère. Dans La Schtroumpfette. Donc, évidemment, les choses ont avancé. Aujourd'hui, évidemment, on peut regarder ça. Si on peut pas. Oui. Oui, non, mais simplement, quand vous parliez de pas de femmes dans les bandes dessinées, Oui, monsieur, pas de femmes dans les bandes dessinées, et là, il y a de la censure, parce que c'est la loi de 49 sur les publications sur la jeunesse, où on ne peut pas voir la moindre, même pas habillée, etc. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y avait la loi des publications pour la jeunesse qui faisait que le moindre parti de corps estimé impudique c'était réprimé par la loi. Oui, oui, tout à fait. Mais bon, c'était aussi l'esprit de l'époque. Mais le génie d'Hergé, c'est d'avoir fait de Tintin, et c'est pour ça que quand j'évoquais ces petites filles qui dans la classe levaient la main, répondaient toutes aux questions comme les garçons, c'est que Tintin, il est à la fois fille et garçon. Il a cette rondeur qui fait c'est pas qu'il est asexué, c'est que c'est un surenfant qui parle autant aux petites filles qu'aux petits garçons. Ça, j'ai pu le constater moi-même. Il y avait un engouement. Les plus beaux dessins qui m'ont été donnés lorsque on faisait ces cours en se servant des albums d'Hergé, c'est des filles qui les dessinaient. Donc c'était très, très touchant d'ailleurs. Et là, on rentre dans le mystère, quoi. Une dernière question avant les signatures et les dessins de... J'ai une question, s'il vous plaît. Certains disent que l'œuvre d'Hergé est une œuvre initiatique, alchimique. Alors ma question, c'est est-ce que vous pensez ça et l'autre question, c'est si oui, quel rôle Oliveira de Figueira peut jouer dans cette œuvre alchimique? Alors, il y a un auteur, c'est Bertrand Portevin, je crois, qui est médecin aussi, qui a consacré plusieurs ouvrages aux aspects ésotériques de l'œuvre d'Hergé. Je ne peux que citer son nom, j'ai lu ses livres.
Je respecte tout à fait ses analyses qui parfois m'impressionnent et m'amusent aussi. Je cite quelques exemples dans le livre. Donc, il faut se reporter à ses ouvrages parce que c'est d'une grande complexité, d'une grande culture d'ailleurs. Ce qui montre d'ailleurs, ça contribue à... C'est une des lectures de l'œuvre parmi d'autres. Si vous voulez, il y a des lectures de Tintin sociologiques, géographiques, historiques, psychanalytiques qui sont en général assez délirantes d'ailleurs, un délire interprétatif, mais pourquoi pas, ils sont libres de le faire. Les approches de l'œuvre d'Hergé, surtout de l'œuvre d'Hergé, sont considérables. Il y a un ouvrage qui répertorie, qui est paru il y a 5 ans déjà, mais depuis de nombreux ouvrages sont parus, qui répertorie tous les livres consacrés à l'œuvre d'Hergé, surtout à Tintin. C'est plusieurs centaines d'ouvrages. C'est les livres, j'allais dire, critiques, exégétiques, ou les approches comme celle qui est faite dans cet ouvrage consacré à Oliver da Figueira, c'est plusieurs centaines. C'est plusieurs centaines. Je ne parle même pas des revues Tintin et les bateaux, Tintin et les avions, Tintin et les langues étrangères, etc. Et il y a bien sûr les approches, Tintin et le tarot aussi. Il y a un auteur qui a consacré un livre au rapprochement, Tintin et la franc-maçonnerie, ou Hergé et la franc-maçonnerie. Donc ce sont des approches toutes intéressantes qui sont à l'image de cette œuvre qui est d'une très grande richesse et qui verra encore d'autres interprétations. De même que la recherche du temps perdu suscite des ouvrages critiques, exégétiques, innombrables. Hergé était très sceptique au départ. Il était étonné quand il y a eu les premiers ouvrages sur lui. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Mais surtout, là où ça l'a étonné, et ça l'a troublé, c'est quand il y a eu le premier livre de Benoît Peters, qui s'appelle Le Monde d'Hergé, publié chez Casterman, qu'on trouve toujours. Il y a eu plusieurs versions. C'est un des premiers livres tout à fait remarquables, très plaisant à lire, avec beaucoup d'illustrations qu'hélas, nous ne pouvons pas voir. Mais heureusement, il y a Philippe Dumas. Là, Hergé a été troublé. Il s'est dit, mais j'en reviens pas. Je ne pensais jamais que mon œuvre pourrait susciter autant d'interprétations. Comme si son œuvre lui échappait, comme c'est le cas de beaucoup d'auteurs qui, au départ, sont sceptiques. Qu'est-ce que vous allez chercher, etc. Mais finalement, moi, si vous voulez, l'œuvre d'Hergé, c'est une porte ouverte sur l'imaginaire, sur la fantaisie. C'est cet aspect-là que je vois. Lorsque je me lance dans l'exégèse, il y a une part de réel. Il y a un effet de réel, mais très vite je vais sur la fantaisie, sur l'imaginaire, parce que c'est cette part d'enfance que Hergé, en dépit de ses contradictions, en dépit de côté tout à fait discutable de sa personne ou de ses idées à un certain moment, suscite encore aujourd'hui chez des lecteurs, peut-être moins qu'avant, parce qu'aujourd'hui il y a la vidéo, il y a les jeux vidéo, il y a les tablettes, etc. Cette œuvre va vieillir, mais je pense qu'elle restera dans le temps comme une œuvre très solide artistiquement, esthétiquement, par la force du dessin, notamment les albums qu'évoquait Michel, tous ces doubles albums de l'œuvre centrale, qui sont des œuvres tout à fait magistrales. Alors on peut dire ça, l'impression d'être confit d'admiration, mais non, parce qu'on prend au hasard et on a toujours du plaisir. Il y a aussi une chose, alors évidemment c'est une richesse qu'ont en commun les lecteurs des albums qui les ont lus vaguement ou avec plus d'attention, c'est qu'on parle des personnages et aussitôt on les voit dans notre tête. Il n'y a même pas besoin d'avoir les images pour se relayer. On parle du capitaine Haddock, même. Tu évoquais Tintin au Tibet. On a une idée de ce Tintin au Tibet, c'était album blanc. Les bijoux de la Castafiore, lorsque Tintin est dans le parc de Moulinsart, qu'il entend ces gitans qui jouent certainement un flamenco assez nostalgique. Quelle nostalgie dans cette musique, il dit. Il y a des phrases qui reviennent, il y a des personnages. Il a créé des types humains aussi, j'ai des archétypes. Dupont et Dupont sont passés dans l'imaginaire collectif comme l'archétype de flic abruti. Quand on dit un professeur tournesol, avant c'était le cosinus ou le professeur nimbus. Quand on dit lui, des élèves, c'est un tournesol, il est étourdi. Séraphin Lampion, c'est quand même un fâcheux, le fâcheux de Molière. C'est
le type que vous sortez par la porte, il rentre par la fenêtre. Il y a des archétypes. C'est pas donné à tout le monde dans la bande dessinée. Dans la bande dessinée française, il y a les pieds nickelés, les bidochons de Binet, Marsupilami, alors c'est un animal un peu bizarre, mais des archétypes rentrés dans le langage courant, des noms propres devenus noms communs. Dans la bande dessinée, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas. Lagaffe, un Gaston Lagaffe, un Rantanplan pour un chien abruti. On dira c'est Rantanplan. C'est aussi la seule œuvre dont on peut parler entre copains, entre amis pendant des heures, des soirs, des semaines, etc. C'est une œuvre qui réunit qui a cette capacité de... Comme dans le monde britannique, les sociétés Sherlock Holmes, par exemple, se réunissent, s'habillent. Il y a les dérives, hein, il faut se méfier de tout intégrisme et de tout fanatisme, même dans la bande dessinée. Mais c'est une œuvre tout à fait intéressante et complexe, et qui peut mais je comprends qu'on ne l'aime pas aussi. Hein. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout Tintin, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, et Dieu merci, sinon ce serait trop facile. Voilà.